Bonjour et bienvenue sur ce podcast intitulé Sabbatique en Afrique francophone. Mon nom est Hugues Gabriel, je suis professeur de médecine à l'université de Berne en Suisse. Et aujourd'hui, nous nous trouvons à Berne avec le docteur Asma Meshakra. Bonjour Asma, un grand merci pour être là. Asma, est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ton parcours scientifique ? Je suis une chercheure postdoctorale, donc j'ai une expérience de 3 ans. J'ai travaillé à l'université de Lausanne et j'ai une expérience aussi à l'université du Zhejiang en Chine. J'ai travaillé sur divers sujets touchant à la biomédecine, donc sur les arythmies humaines, sur les arythmies cardiaques et sur le kidney, sur le rein. Donc la physiologie du rein et les maladies. Où est-ce que tu as étudié, Asma ? Alors j'ai fait tout mon cursus jusqu'au bachelor en Algérie, où j'ai étudié biochimie. Ensuite, je suis allée à Grenoble, en France, pour faire un master en biologie cellulaire et moléculaire. Donc après l'obtention du master, j'ai candidaté pour une thèse en France. J'ai obtenu une bourse ministérielle et j'ai fait ma thèse à la faculté de pharmacie et de médecine à Lyon. Quand tu étais étudiante, lorsque tu as débuté ta carrière scientifique, est-ce que tu pourrais nous dire quels étaient tes rêves, tes ambitions à cette époque-là ? Très tôt, je voulais donner une orientation académique à mon cursus. Donc j'ai choisi un bachelor académique en biochimie. Et voilà, donc depuis, je me bats pour essayer de décrocher une position académique voilà, dans une université. Lorsque tu y réfléchis au passé, est-ce que tu avais ou est-ce que tu as toujours des modèles ? Je vais alors prendre ma mère comme modèle parce qu'elle est retraitée de l'enseignement supérieur. Elle était enseignante, professeure en enzymologie et voilà, elle était directrice de labo et elle a récemment pris sa retraite. D'accord. Et ça, c'était dans quel pays ? En Algérie. En Algérie, d'accord. À l'université de Constantine. Quelles étaient, d'après toi, par contre, alors justement, les étapes plus difficiles, les obstacles et les défis que tu as rencontrés ? À nouveau, peut-être un ou deux exemples de choses. Je pense que le plus difficile pour une chercheuse africaine avec un nom à consonance arabe, je pense que le plus difficile, c'est de trouver un travail parce qu'il y a quand même du racisme dans ce milieu, même dans ce milieu. Et voilà, donc c'est vraiment le plus grand obstacle dans notre carrière. À quel moment tu t'en es rendu compte que ceci était un obstacle pour toi ? Eh bien, quand on candidate et qu'au bout d'un moment on ne trouve pas, quand on voit qu'un CV peut-être égal ou moins bon, les gens quand même trouvent plus rapidement des postes. C'est insidieux, on peut jamais dire. En plus, par exemple en France, il n'y a même pas de statistiques ethniques qui montrent ce genre de choses. Mais il y a quand même quelques études qui montrent que oui, il y a une discrimination sur la base du nom ou voilà, du parcours et de l'origine. Comment est-ce que tu penses que tu as réussi à t'adapter ou quels avaient été tes moyens de surmonter ces obstacles ou cet obstacle en particulier ? Je pense que c'est difficile de surmonter un obstacle pareil, à part si on tombe sur des gens qui ne sont pas racistes. Et puis de manière plus générale, quels sont d'après toi les principaux défis des scientifiques, des chercheuses, des chercheurs en Afrique francophone principalement ? Par rapport à la recherche, on a beaucoup de challenges sur place en Afrique. On a par exemple des practical works and tutorials, des travaux pratiques très archaïques qui ne servent absolument
à rien dans la carrière, pour la carrière d'un étudiant. On a des méthodes, des pédagogies vraiment aussi dans la manière d'enseigner et dans la manière d'examiner les étudiants qui ne favorisent pas l'analyse et qui sont basées vraiment sur l'apprentissage par cœur. Donc ça va contre l'apprentissage actif qui va stimuler l'étudiant et qui va le mettre au cœur de l'apprentissage. Donc ça c'est bon. On a d'autres challenges plus structuraux par rapport à la mauvaise gouvernance politique en général et à la corruption. Il n'y a pas vraiment de grand budget alloué à la recherche fondamentale et à l'enseignement supérieur. Et même quand il y a quelque chose qui est alloué à ce secteur, l'argent n'arrive pas complet à destination. Donc il y a vraiment beaucoup de corruption. Par exemple, il y a même des universitaires qui sont de mèche avec les fournisseurs pour le trafic des factures. Les responsables réservent les bourses internationales pour leurs enfants. Il y a de l'abus de pouvoir parce qu'il n'y a pas cette culture de reddition de comptes. Qu'est-ce que tu penses de la barrière de la langue? Parce que j'ai fait allusion à l'Afrique francophone. Tu sais bien que l'anglais est la lingua franca de la communication scientifique dans le monde. Dans quelle mesure tu penses que c'est un réel obstacle et dans quelle mesure tu penses qu'on peut améliorer en Afrique francophone les choses? Et comment? Oui, je pense qu'il y a deux obstacles par rapport à la langue. Le premier obstacle, il concerne le français percé, parce que le français, en fin de compte, ce n'est pas une langue maternelle. En Algérie, par exemple, on a deux langues maternelles. On a la Derija qui correspond aux dialectes arabes locaux, et on a le Amazigh avec ses variantes aussi. Donc ce n'est pas une langue. Et quand on va à l'université, il y a beaucoup de spécialités qui sont dispensées exclusivement en français. Donc ça crée une situation d'injustice parce que les étudiants qui viennent de milieux populaires, ils seront forcément défavorisés. Et donc oui, le deuxième désavantage des chercheurs francophones par rapport à leurs pairs ou même les étudiants par rapport aux étudiants anglophones, c'est qu'ils ont plus de mal à accéder à la littérature scientifique, ils ont du mal à publier leurs travaux en anglais et ils ont une perspective internationale plus réduite parce que quand un étudiant veut aller étudier dans un pays occidental et s'il veut aussi rester dans sa zone de confort, voilà, il a moins de choix ou un chercheur qui va présenter ses travaux dans un congrès international, donc le choix est vraiment réduit. En effet, oui, ça correspond bien à ce que j'ai pu voir aussi. Si tu observes un petit peu autour de toi, chez tes collègues ou autres personnes que tu connais en Afrique francophone de manière générale, est-ce qu'il y a des choses qui te donnent de l'optimisme pour le futur? Il y a des choses qui donnent de l'optimisme parce qu'on voit des gens qui se battent pour travailler dans des conditions très difficiles. Et voilà, je pense qu'en Afrique, notre problème principal, c'est surtout un problème politique. Et il y a vraiment des dynamiques maintenant en Afrique, surtout en Algérie. Il y a le Hirak depuis l'année dernière, depuis février 2019. Et voilà, c'est une atmosphère en effervescence. Il y a des revendications dans tous les domaines, par toutes les classes sociales. Et oui, ça donne de l'espoir. Et en effet, donc ces mouvements, un peu ces dynamiques positives au niveau de la société, tu penses qu'ils vont impacter sur l'éducation, la recherche aussi? Je l'espère bien parce que, je l'ai mentionné, on a vraiment beaucoup de corruption. C'est un problème systémique, c'est un problème politique. Par exemple, les recteurs des universités, ils sont assignés, ils ne sont pas élus par leurs pairs. Donc, pour vraiment se débarrasser de toutes ces pratiques, il faudrait
une gestion transparente et démocratique des universités. Et il faudrait vraiment établir cette culture de reddition des comptes. Et oui, s'il y a l'atmosphère et si on donne les outils, on crée les outils pour une démocratie réelle, j'espère bien que ça va retomber sur l'enseignement supérieur. Ma dernière question, maintenant si je te donne quelque chose qui ressemble à une baguette magique, plein pouvoir, qu'est-ce que tu changerais pour aider tes plus proches collègues chercheuses et chercheurs? Au niveau personnel, comme j'ai mentionné, l'un des challenges de l'enseignement supérieur, c'est vraiment le système pédagogique. Donc ça, c'est quelque chose de facile à changer au niveau personnel. Donc si j'avais un poste en Algérie, j'appliquerais des méthodes qui vont stimuler l'étudiant, développer l'esprit critique. Et c'est très très important parce que c'est pas seulement important pour l'apprentissage, pour le processus d'apprentissage, c'est aussi important pour la production de savoir. Parce que voilà, quand l'étudiant va évoluer en chercheur, ça ajoute... Après, donc ça c'est pour l'enseignement. Après, pour la recherche, comme le problème est plus systémique, on a besoin de plus de fonds nationaux, on a besoin d'infrastructures, on a besoin de know-how. Donc on a besoin de bourses pour aller à l'étranger, apprendre et ramener le savoir-faire des pays plus développés. Quelle serait ta première action politique si tu étais nommé à présent ministre de la Recherche en Algérie? Eh bien, augmenter les budgets de la recherche. Très bien. Bien, un grand merci Asma, beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Pour ce premier podcast de mon voyage sabbatique. Un grand merci aussi aux personnes qui écoutent, aux auditeurs et auditrices. Laissez-moi encore mentionner 2 choses importantes. La prochaine émission aura lieu, on l'espère, en Afrique, peut-être à Kinshasa, en RDC. Et si vous êtes intéressé par les défis de la vie académique en Afrique francophone, je vous propose de vous inscrire sur notre site abriellab.org. Et un grand merci et à une prochaine.